Alors bonjour, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler d'approche palliative intégrée en cette journée mondiale du cancer du poumon 2025. Donc on ne se le cachera pas, les soins palliatifs ont mauvaise presse. Typiquement, quand on entend soins palliatifs, ben, on pense à la fin de vie, à la mort. Et là, ma slide, elle n'a pas marché. Voilà. Mais nous, quand on pense à soins palliatifs, on aimerait que quand les gens pensent aux soins palliatifs, ils voient plutôt ceci, ou encore ceci, ou encore cela, c'est-à-dire l'espoir. Parce que sont les soins palliatifs? Les soins palliatifs sont des soins actifs, globaux, qui ont pour but ultime d'améliorer la qualité de vie d'une personne qui a une maladie grave et sévère, conjointement avec les traitements de la maladie, surtout à la fin de vie, mais pas seulement. Puis les soins palliatifs s'attardent à des problèmes qui soient physiques, psychologiques, sociaux, existentiels. C'est basé sur la preuve, donc c'est pas, ça sort pas de nulle part. Et c'est toujours en partenariat avec le proche, pardon, avec la personne qui est malade et ses proches. Donc en fonction de ses valeurs, de ses volontés. Auparavant, les soins palliatifs étaient vraiment une rupture avec le traitement. Donc, on avait cette image, c'est-à-dire que les traitements étaient là, ils étaient potentiellement curatifs, et on continuait les traitements jusqu'au moment où il n'y avait plus aucun traitement possible, et là, il y avait une rupture, et on tombait en soins palliatifs. Les choses qu'on entendait, c'est il n'y a plus rien à faire, euh, surtout ça, il n'y a plus rien à faire. Et c'est pour ça que l'idée des soins palliatifs comme la mort est arrivée dans la tête des gens et cette image persiste encore dans l'esprit collectif, mais aussi l'esprit médical. Alors qu'en fait, au XXIe siècle, les soins palliatifs sont beaucoup plus complexes. Ils peuvent être présents dès l'annonce du diagnostic, dès le début de la maladie, et prennent plus ou moins d'ampleur, dépendamment de comment va la trajectoire de la personne malade pour donc traiter la douleur, traiter les autres symptômes, améliorer la qualité de vie, indépendamment de la trajectoire qu'on va avoir. C'est-à-dire si la maladie va très bien et on tombe en réadaptation ou en survivance, là, les soins palliatifs peuvent toujours être intégrés s'ils sont nécessaires, dépendamment des symptômes, toujours pour gérer les symptômes. Donc, j'ai des patients qui vont très bien, qui sont sans cancer depuis des années, qui ont des douleurs chroniques depuis leur cancer ou leur traitement pour leur cancer, que je continue à suivre pour leur qualité de vie, parce que les traitements, disons, pour la douleur sont trop complexes pour leur médecin standard. Ou des fois, si la trajectoire de la maladie est moins bonne, les soins palliatifs vont prendre plus ou moins d'ampleur et on peut parler des fois de fin de vie en soins palliatifs, en maison de soins palliatifs, où on va parler vraiment de soins de fin de vie. Mais au centre de l'approche palliative, c'est améliorer la qualité de vie et gérer les symptômes. Et vous le savez, la littérature le montre aussi, il y a beaucoup de symptômes quand on est atteint d'un cancer du poumon, ou il peut y avoir beaucoup de symptômes quand on est atteint d'un cancer du poumon. La fatigue, le sommeil perturbé, la détresse, la douleur, l'essoufflement, la tristesse, la somnolence. Donc des symptômes qui affectent le travail, la capacité à apprécier la vie, qui interfèrent le plus avec les activités et le bien-être, qui vont miner la qualité de vie. Et c'est tout un lot de symptômes. Il existe aussi beaucoup de littérature depuis, depuis plus d'une quinzaine d'années qui montre que avoir une approche palliative ou avoir des soins palliatifs précoces, ça améliore la qualité de vie. Il y a beaucoup de recommandations de différents organismes qui encouragent en fait une approche palliative intégrée. Puis là, je vous parle d'une étude. Donc, je vous présente Dr. Jennifer Temmel aux États-Unis qui a publié avec son équipe cette étude phare qui a changé en fait les soins palliatifs occidentaux comme on les connaît.
Donc, c'est une étude qui est sortie dans le New England Journal of Medicine, comme vous voyez ici, qui est une revue très, 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 très connue en médecine, qui est parue en 2010, qui regardait les personnes qui avaient un cancer du poumon non à petites cellules métastatique, donc stade 4, qui étaient randomisées, donc séparées en deux cohortes. Une cohorte qui avait des traitements standards oncologiques et une cohorte qui avait ces mêmes traitements standards oncologiques, plus des soins palliatifs aussi. Et ce qui était fascinant, c'était que la population qui a recevait des soins palliatifs en plus de ces traitements standards avait une meilleure qualité de vie, avait moins de dépression et avait une survie supplémentaire. Et c'est depuis cette étude qui était un petit peu comme un pavé dans la mare des soins palliatifs que les études après ont poussé, ont pris de l'ampleur. Puis c'est assez démontré qu'en général, avoir une approche palliative intégrée, donc s'attarder à la qualité de vie de la personne, regarder ses symptômes, l'aider à comprendre sa maladie pour pouvoir prendre des décisions appropriées en fonction de ses propres valeurs, c'est prouvé être aidant pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Mais si on revient en fait plutôt à l'histoire des soins palliatifs occidentaux, ça commence par Dame Cicely Saunders. Donc je vous la présente. C'est une dame anglaise qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a décidé de faire des études pour devenir infirmière. Devenue infirmière, elle a réalisé que les patients à cette époque-là qui avaient un cancer souvent étaient ensuite laissés à eux-mêmes pour leur fin de vie dans d'atroces souffrances. Donc elle a trouvé ça terrible, elle a décidé de s'engager dans ces populations-là. Elle a par la suite décidé de devenir travailleuse sociale. Puis pour aider encore plus, elle est ensuite devenue médecin. Donc à elle toute seule, Dame Cecily Saunders est comme devenue une équipe interdisciplinaire où elle était à la fois infirmière, travailleuse sociale et médecin. Et c'est elle qui a créé le concept de douleur totale. Un concept qui, de nos jours, au XXIe siècle, est vraiment compris et logique scientifiquement, mais qui à l'époque était complètement novateur. Donc ce qu'elle disait, c'est que la douleur, contrairement à ce qu'on pensait, n'était pas que physique. Puis c'est logique de nos jours. Mais que la douleur n'est donc pas que physique. Elle a aussi d'autres dimensions très importantes. La douleur sociale, quel est notre rôle dans notre famille, notre vie professionnelle, la relation avec nos proches? Quels sont les deuils que nous faisons qui causent cette douleur sociale-là? La douleur était aussi psychologique, la dépression, l'anxiété, l'ajustement à la maladie, l'isolement. Physique, on en a parlé, donc la douleur due à la maladie, des autres symptômes, la fatigue, le déclin physique, mais aussi spirituel ou existentiel. Quelles sont les croyances sur la mort? Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que ça signifie pour moi la vie? Quel est le sens de la maladie? Quel est mon rôle existentiel? Et la douleur totale est donc une souffrance liée à ces quatre dimensions-là. Et donc, il est complètement faux de croire qu'on peut soulager la souffrance d'une personne en ne s'adressant qu'à sa douleur qui est physique. Ensuite, c'est au Québec, à Montréal en fait, que naquirent les soins palliatifs d'Amérique du Nord, quand le docteur Balfour Mount, que vous voyez ici, qui était urologue, s'inspirait des innovations de Dame Cecily Saunders. Il était en voyage en Angleterre, il l'a rencontrée. Et à l'époque, on n'appelait pas les soins palliatifs en Angleterre soins palliatifs, on les appelait hospices. Alors, il est revenu à Montréal, puis il trouvait que c'était vraiment très intéressant et qu'on devrait implanter ça en Amérique du Nord, mais que le terme hospice, surtout en français, ça avait vraiment une mauvaise connotation. Donc, c'est lui qui inventa le terme soins palliatifs pour pallier aux symptômes et qui fonda en 1975, donc exactement il y a 50 ans cette année, la première unité de soins palliatifs d'Amérique du Nord à l'hôpital Royal Victoria. Puis encore plus, la première unité de soins palliatifs francophones au monde vit le jour en 1979 à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Donc, le Québec est vraiment le berceau des soins palliatifs en Amérique du Nord, ou même le berceau du terme soins palliatifs. Donc, que sont les soins palliatifs? On l'a dit tantôt, c'est vraiment une approche qui est holistique, c'est une approche qui est globale,
biologique, psychologique, social, existentiel. Puis au cœur de l'approche palliative, en fait, au cœur de la définition des soins palliatifs, on l'a dit, il y a vraiment le partenariat. Donc le partenariat avec la personne atteinte d'une maladie et de ses proches, tout autant que la personne va impliquer ses proches. Donc un partenariat pour les intervenants pour bien comprendre quels sont les symptômes que la personne vit, quel est son contexte en fait, quels sont ses enjeux, quels sont ses besoins, ses souhaits, ses valeurs pour pouvoir offrir la meilleure qualité de vie en fonction de ses besoins et de ses valeurs et volontés. Mais aussi un partenariat dans l'autre sens pour que les intervenants puissent, si le besoin est, vulgariser la maladie, le stade de la maladie, quels sont les traitements, pour que la personne puisse décider avec toutes les informations nécessaires, de manière consentie, prendre ses décisions par rapport à ses soins. Les soins palliatifs sont toujours en temps réel. Donc, je le dis tout le temps là, mais on veut améliorer la qualité de vie des personnes et améliorer la qualité de vie des personnes, ça veut dire se rajuster en fonction de ce qui arrive. Par exemple, si on a une personne qui a des douleurs à cause de métastases osseuses, on commence une analgésie, des traitements, ça va bien, elle est bien soulagée, puis elle reçoit de la radiothérapie et on sait que la douleur va probablement beaucoup diminuer. Donc, en temps réel, il faut se rajuster en fonction du déclin de la douleur pour diminuer les médicaments. Donc, pas toujours se rajuster, être à l'affût des changements pour offrir les meilleurs soins possibles. Toujours en ayant en tête que le but, c'est d'améliorer la qualité de vie de la personne malade. Donc, comment est-ce que ça s'organise pratico-pratique? Dans un monde idéal, on dirait que tout le monde, tous les intervenants devraient être capables d'avoir une approche palliative, d'être capable d'offrir des soins palliatifs de base, d'être capable de écouter la personne, comprendre qui elle est, savoir c'est quoi ses valeurs et ses volontés, et s'assurer que ses symptômes soient le mieux contrôlés possible. Puis je dis dans un monde idéal parce que malheureusement, vous l'avez probablement vu, que pas tous les intervenants sont habilités à soulager les symptômes de- d'une personne atteinte de cancer ou ou des fois, c'est comme si c'était un chapeau ou un changement de culture tellement abrupt que, que, que tout ce côté centré sur la personne, des fois, s'étiole et disparaît. Mais donc, dans un monde idéal, tout le monde devrait être capable d'offrir ses soins palliatifs de base. Puis, c'est quand les personnes ont des symptômes de plus en plus complexes, donc quand les symptômes deviennent plus difficiles à gérer, que là, ils auraient besoin d'une équipe de plus en plus spécialisée en soins palliatifs. Ou est-ce qu'on peut recevoir des soins palliatifs ou une approche palliative en clinique externe, donc où les personnes voient leur médecin de médecine palliative au même titre qu'ils vont voir leur oncologue ou leur chirurgien thoracique. Par exemple, moi, je travaille beaucoup en clinique externe et je vois des personnes qui sont traitées, qui sont en traitement en immunothérapie, chimiothérapie, puis je les suis parce qu'ils ont des besoins non comblés en termes de symptômes. Par exemple, ils sont souffrants ou ils ont d'autres symptômes. Donc, je les suis conjointement avec leur oncologue ou leur chirurgien thoracique pour améliorer leur qualité de vie. En hôpital, donc pour aider au contrôle des symptômes lorsque les gens sont hospitalisés, pour leur permettre de retourner à la maison plus rapidement ensuite. Puis après, on va les suivre en clinique externe. En centre de jour, donc il y a des maisons de soins palliatifs qui ont des centres de jour où les personnes qui sont à la maison, qui des fois sont encore en traitement aussi, donc en chimiothérapie, en immunothérapie ou tout le reste, vont aller de temps à autre et où ils vont avoir accès à des intervenants auxquels on n'a pas accès en général toujours en hôpital, c'est-à-dire des massothérapeutes, des psychologues, des art-thérapeutes, des musicothérapeutes, des groupes de soutien pour les proches aussi. Tout ça pour améliorer leur qualité de vie, pour les aider à vivre le plus pleinement possible, le mieux possible, pendant qu'ils sont en traitement. Puis, quand les personnes sont à la fin de leur vie,
pour recevoir des soins humains, axés sur le confort, pour le temps qu'il leur reste à vivre. Il y a des unités de soins palliatifs dans les hôpitaux et il y a aussi des maisons de soins palliatifs qui sont en général des organismes à but non lucratif dans des milieux beaux, idylliques, remplis de nature, avec plein d'intervenants différents qui sont dévoués et qui sont là parce qu'ils aiment les soins palliatifs et ils aiment l'humain, puis ils veulent rendre les derniers moments de vie d'une personne le plus agréable possible pour eux, pour les proches. Puis comme c'est un environnement qui est plus agréable, en général, quand il y a des enfants dans la famille, c'est plus facile aussi, c'est plus apaisant pour eux, de venir voir la personne. Malheureusement, les ressources en médecine palliative au Québec sont très inégales, un peu comme pour tout. Puis même si au Québec, nous avons une loi concernant les soins de fin de vie, qui a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie, et qui dit que toute personne dont l'état le requiert a le droit de recevoir des soins palliatifs, eh bien, la réalité, c'est qu'on a surtout au Québec un accès très, très disparate par rapport aux soins palliatifs. Et ça va beaucoup dépendre des régions et des sous-régions. En général, dans les grands centres urbains, il existe des cliniques externes de médecine palliative ou des cliniques externes de gestion de symptômes un petit peu partout, qui est capable de voir des personnes atteintes d'une maladie grave et sévère pour améliorer sa qualité de vie, qui va s'adresser à ces symptômes, qui va la suivre, faire des liens aussi entre les différents intervenants, le médecin de famille, et va aider la personne à cheminer ou en fait à vivre le mieux possible dans sa trajectoire. C'est souvent plus dans les régions plus éloignées où il y a, où c'est plus difficile. Il y a beaucoup moins d'accès. Puis il y a encore cette notion que les soins palliatifs, pour plein de raisons politiques et administratives, se résument aux derniers jours, dernières semaines de vie, malheureusement. Par contre, il existe des ressources comme l'AQSP, donc l'Association québécoise des soins palliatifs, qui a un site internet qui vient tout fraîchement d'être fait pour les intervenants bénévoles ou professionnels, ou le public, la famille ou les proches aidants. Il y a aussi des médecins en soins palliatifs dans les grands centres qui ont une formation un petit peu spéciale, qui sont plus spécialisés en médecine palliative. Et vos médecins ou les médecins de vos proches peuvent les contacter s'ils ont besoin de soutien. En général, on est toujours très ouvert à discuter, aider, offrir des conseils s'il y a besoin. Parce que tout le monde a le droit qu'on s'attarde à ses symptômes, son bien-être et sa qualité de vie. Donc, j'aimerais vous montrer un petit vidéo que la Coalition Québec pour l'accès aux soins palliatifs, qui regroupe en fait une trentaine d'organismes qui militent en fait pour avoir un accès partout au Québec, pour tous les Québécois et toutes les Québécoises, à des soins palliatifs de qualité partout dans la province. Donc, il y a eu une campagne promotionnelle l'année dernière pour la Semaine des soins palliatifs en 2024, qui a fait un très beau vidéo que je vous montre. Vie, je pense. C'est la seule qu'on a. Et c'est tellement beau. Les soins palliatifs sont prouvés améliorer la qualité de vie des gens. On diminue la détresse, on diminue la souffrance, quand il y a de l'anxiété, de la douleur, de l'insomnie, puis on améliore aussi la qualité de vie des proches. What I've learned on this journey is that you really are not alone. You have to be open, you have to have an open mind, and you have to have an open heart. Si c'était pas des soins palliatifs, je suis convaincue qu'aujourd'hui, je ne serais pas là pour vous parler. Alors, regardez-moi, j'ai 67 ans, je travaille, j'ai ma famille, mes amis, la vie est belle. Ça a beaucoup amélioré ma qualité de vie, beaucoup. Rien qu'à voir les gens et que je m'exprime, ça m'enrichit énormément et ça me donne du courage. It's clear from the evidence that we have over the last 3 decades
that earlier people have access to palliative care, the more they benefit from the services. They feel more prepared, more in control, and better physically, mentally, and spiritually. Est-ce qu'on a besoin d'attendre les 3 derniers jours pour pouvoir améliorer sa qualité de vie? Tu sais pas ce qui va arriver. On me dit que j'étais pour mourir, je suis là encore 2 ans et demi après. All these resources and all these people that are so passionate about helping and giving, it just makes your journey easier. This is what I love about palliative care. It's about giving people opportunity to heal. Si j'ai quelque chose à dire aux gens qui arrivent en soins palliatifs, c'est ayez pas peur. C'est quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui t'entoure d'affection. Si un jour, ça vous arrive de recevoir une très mauvaise nouvelle, s'il vous plaît, prenez mon vécu, ne mettez pas un point à votre vie, mettez une virgule. Les soins palliatifs, ce n'est pas perdre l'espoir, c'est vivre mieux. Les soins palliatifs, c'est beaucoup plus large que ce que je pensais. Ça nous apporte un bien-être et je suis très content que ça a amélioré ma vie, que ça peut améliorer la vie de beaucoup d'autres gens aussi. Donc, en conclusion, si j'ai un message clé, c'est le suivant. Une approche palliative améliore la qualité de vie des personnes qui ont un cancer du poumon. Si vous pouvez retenir une seule chose. Et je vous offre mes pensées et mes vœux de compassion dans ce chemin que vous vivez. Puis j'aimerais finir par une citation de Dame Cicely Saunders qui dit très justement, elle dit « Vous êtes important parce que vous êtes vous. Et vous êtes important jusqu'à la fin de votre vie. Et on va faire tout ce qu'on peut non seulement pour vous aider à mourir paisiblement, mais aussi pour vivre jusqu'à la fin. » Mes images étaient libres de droit et viennent de Unsplash. Et merci beaucoup. Merci à vous encore une fois, Dr. Nguyen. On a reçu quelques questions pour vous, dont la première. Quelles sont les méthodes utilisées pour gérer les symptômes et la douleur chez les patients atteints de cancer du poumon? La première chose est de, à mon avis, bien comprendre la personne qu'on a en face de nous, comprendre son parcours, son chemin, ce que signifie la douleur pour elle, puis de faire un questionnaire méticuleux de la douleur qu'elle ressent pour comprendre d'où ça vient, pour voir comment la traiter. Puis c'est sûr que moi comme médecin, en fait, nous comme médecins, les traitements qu'on offre sont souvent médicamenteux, parce que c'est ça qu'on fait les médecins. Mais de bien expliquer en fait comment ça fonctionne la douleur, puis d'expliquer aussi toutes les autres thérapies complémentaires qui peuvent aider pour la gestion de la douleur. Donc souvent il y a des choses, la plupart des gens en fait font des choses qui vont souvent les aider à être bien entourés. Il y a des gens qui vont faire de la méditation, du yoga, la massothérapie, tout ça leur fait du bien, les met dans un meilleur état d'esprit. Donc moi je les encourage à continuer cela. Puis après, ce qu'on a, c'est des médicaments. Dans les médicaments, on essaye d'avoir... Des fois, ce que je dis, c'est que c'est comme si je veux mettre une feuille au mur. Si je mets un clou au mur, la feuille, elle tombe. Si je mets 3 clous au mur, la feuille, elle tombe aussi. Si je mets un très gros clou au même endroit, tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire un gros trou dans le mur et la feuille va tomber. Alors que si je mets 4 clous aux 4 coins de la feuille, des petits clous, la feuille, elle tient. Donc nos médicaments, c'est un petit peu pareil. On aime l'idée d'agir à différents endroits du système de la douleur pour que les personnes aient moins d'effets secondaires et que ça marche mieux. Donc, on a cette discussion avec la personne et ses proches s'ils sont inclus dans la discussion par rapport au meilleur traitement. On va souvent parler de médicaments qui agissent contre la douleur, qui sont des opioïdes, donc la morphine ou ses cousins, si c'est nécessaire. On va avoir d'autres médicaments, des fois, qui vont agir au niveau des nerfs pour diminuer la douleur nerveuse, par exemple la douleur suite à un traitement de chimiothérapie ou s'il y a des petits nerfs qui sont touchés. On a aussi des médicaments qui vont agir sur la douleur et qui vont avoir d'autres effets bénéfiques sur l'humeur, le moral, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une discussion en partenariat qu'on a, où on regarde les différentes options, puis on regarde ce qui est le plus approprié pour la personne en fonction du profil avantages et inconvénients. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, j'ai une autre question pour vous.
Quand et comment les soins palliatifs devraient-ils être intégrés dans le parcours de soins des patients atteints du cancer du poumon? Ça, c'est une très très bonne question. La littérature, il y a eu beaucoup de recherches sur le sujet. J'ai l'impression que la meilleure manière, c'est une méthode personnalisée. Donc, en fonction des besoins de la personne et de ses proches. Si la personne ressent beaucoup de symptômes, même si elle est tout à fait au début de son parcours de maladie et qu'elle a un cancer qui est tout à fait curable, à mon avis, c'est important d'être impliqué dès le début pour la soutenir et améliorer sa qualité de vie pour qu'elle puisse passer à travers cet épisode. Et après, si tout va bien, bah après, nous, on donne congé et tout le monde est content. Donc, ça dépend vraiment en fonction des besoins ressentis de la personne ou du fardeau de symptômes qu'elle ressent. Donc, c'est important, à mon avis, que l'équipe de soins palliatifs soit très bien intégrée dans l'équipe de cancérologie parce que nous travaillons tout à fait ensemble. En fait, chez nous, on est sur le même étage et on se côtoie et on se texte et on vient se voir parce qu'on vise tous en fait les meilleurs soins pour les patients et la meilleure trajectoire possible.